La police anti-émeute de Hong Kong procède à des arrestations et empêche les foules de se rassembler pendant l'anniversaire du régime. Les militants ont déclaré que cette journée n'était pas un jour de fête, mais plutôt de deuil. Jeudi dernier, un incendie s'est déclaré dans une région montagneuse pittoresque du centre de la Chine, faisant 13 morts. Un député français s'est insurgé face à la répression des Ouïghours par le Parti communiste chinois. Il a créé une pétition en ligne et recueilli des milliers de signatures. 2 reporters chinois sont toujours détenus après avoir révélé la véritable situation de l'épidémie à Wuhan. Et la commission du renseignement du Sénat américain a publié un nouveau rapport sur la manière de relever le défi de la Chine. Le directeur d'une agence d'espionnage britannique s'exprime sur le sujet. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La police anti-émeute de Hong Kong envahit à nouveau les rues, procédant à des arrestations et empêchant les foules de se rassembler. C'est l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir du régime chinois. Mais les militants et certains habitants affirment qu'il n'y a rien à fêter, mais plutôt un deuil à faire. La police anti-émeute de Hong Kong a arrêté près de 70 personnes jeudi dernier. Leur but était d'empêcher les manifestants pro-démocratie de se rassembler lors des célébrations de l'anniversaire du régime chinois. La police avait interdit la manifestation, invoquant les restrictions imposées aux rassemblements collectifs en raison de la pandémie et les flambées de violence lors des manifestations précédentes. Des centaines de policiers ont mené des opérations d'interpellation et de fouilles et ont bouclé des zones. Les protestations ont eu lieu le jour même où la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré que la stabilité était revenue dans la ville. Les manifestants ont voulu protester contre l'imposition par Pékin de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Today is a day for national mourning. What should we celebrate? Hong Kong has become a place like this. What's worth us celebrating, right? But there's nothing to celebrate. Chinese Communist Party has stolen the whole China. In the name of dictatorship, they continue their rule without any democracy, without any respect for human rights. Les manifestants ont également exigé le rapatriement de 12 Hongkongais. Ils ont été arrêtés en mer par les autorités chinoises au mois d'août, alors qu'ils tentaient de s'enfuir vers Taïwan, une île autonome qui suit un modèle démocratique. Mercredi 30 septembre, les parents des 12 détenus ont demandé à rencontrer les membres de leur famille qui sont détenus en Chine continentale. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu le droit de consulter des avocats indépendants. Le père d'un des détenus n'a pas pu retenir ses larmes. I don't even know how my children are. Is this too much to ask for? My son is also a Hong Kong citizen. He pays his taxes. 10 des détenus font face à des accusations liées aux manifestations pro-démocratiques de l'année dernière. Nous nous tournons maintenant vers la ville de Taïwan, dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine. C'est là qu'un incendie s'est déclaré jeudi dernier, dans une pittoresque région montagneuse. Selon le rapport officiel, 13 personnes sont mortes et 15 ont été blessées. La cause de l'incendie fait toujours l'objet d'une investigation. Cette année, le 1er octobre est le premier jour de la traditionnelle fête de la mi-automne, ou fête de la Lune, ainsi que le début de la fête nationale, qui dure une semaine. Il marque l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois en 1949. Le début de la fête de la mi-automne varie d'une année à l'autre, mais cette année, les deux fêtes coïncident le même jour. Nous allons maintenant examiner la situation actuelle de 2 reporters à Wuhan. Tous 2 sont détenus par les autorités pour s'être exprimés sur la situation de l'épidémie à Wuhan il y a quelques mois. L'un d'eux est Jiang Jian, une avocate de Shanghai. Elle s'est rendue à Wuhan en février pour s'entretenir avec la population locale et les employés des hôpitaux et des pompes funèbres. Elle a publié ses rapports sur les réseaux sociaux, révélant la dissimulation des autorités. En mai, elle a été arrêtée par la police et accusée de ce que les autorités ont appelé « provoquer des troubles ». Plus tôt ce mois-ci, elle a été poursuivie en justice et son dossier a été présenté au tribunal. Actuellement, elle est en prison où elle proteste par une grève de la faim. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle ne faisait que pratiquer la liberté d'expression. Un autre est Chen Shushu. Il a également été arrêté à Wuhan en février pour avoir fait un reportage sur la situation dans la ville. Depuis lors, aucune information sur sa position n'avait été communiquée jusqu'au 17 septembre où un de ses amis a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux. Son ami a déclaré que le parquet ou le ministère public chinois avait décidé de ne pas le poursuivre. Cependant, il est toujours détenu quelque part sous la surveillance des autorités.
Maintenant, nous nous tournons vers le Xinjiang. Des signes indiquent que la répression pourrait éventuellement empirer. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a organisé un séminaire de travail sur le Xinjiang à Pékin le dernier week-end de septembre. Les 7 membres de la commission permanente du bureau politique central du Parti communiste chinois ont participé à ce séminaire. Ce sont les 7 hommes les plus puissants de Chine et ils n'avaient jamais participé ensemble à un séminaire sur le Xinjiang auparavant. Leur participation est cette fois-ci considérée comme une réponse de haut niveau aux défis diplomatiques des pays occidentaux. Le thème du séminaire porte sur l'établissement d'un Xinjiang socialiste. Xi Jinping a affirmé que le travail au Xinjiang a connu un succès sans précédent et a déclaré que, je cite, « La stratégie du Parti communiste chinois au Xinjiang est absolument correcte et doit être maintenue sur le long terme. Cette stratégie comprend ce qu'on appelle les religions à caractéristiques chinoises et les valeurs socialistes fondamentales. » Ce fut la réponse de Xi malgré la pression internationale. Récemment, les pays occidentaux ont exprimé plus fortement leur opposition à la répression de l'ethnie ouïghour dans la région. Le sujet a été au centre d'une récente conférence des Nations Unies et les États-Unis ont imposé des sanctions aux fonctionnaires communistes chinois impliqués dans les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Le président français Emmanuel Macron a également demandé une enquête sur cette question. Raphaël Glucksmann, un député français, a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Il s'est insurgé contre la répression de l'ethnie ouïghour en Chine et a lancé une pétition qui a été très fortement suivie par le peuple français. Le député lance un appel au président français Emmanuel Macron pour l'inviter à prendre des mesures fermes face aux violations des droits de l'homme de la Chine à l'encontre des musulmans ouïghours. Raphaël Glucksmann a déclaré dans un tweet à l'adresse du président français « Nous sommes des centaines de milliers à vous interpeller pour que la France soutienne les Ouïghours. Nous demandons des sanctions contre les responsables de ce crime contre l'humanité. Quand allez-vous nous répondre ?» Dans un autre tweet, toujours à l'adresse du président français, il aborde le scandale des grandes marques qui ont été impliquées dans la persécution des Ouïghours. Il a écrit « Nous sommes des centaines de milliers à interpeller les grandes marques qui exploitent le travail forcé des Ouïghours. Nous voulons que l'Union européenne interdise cette abjection et que la France soit leader en la matière. » En moins de 48 heures, plus de 100 000 personnes ont signé la pétition contre la persécution des Ouïghours suite à l'appel du député français. Raphaël Glucksmann a fait part de sa gratitude et de son enthousiasme aux internautes et encourage le peuple français à continuer ce combat en faveur du respect des droits humains. Scott Perry, un député de Pennsylvanie, a présenté un projet de loi contre le régime chinois. Ce texte désigne le Parti communiste chinois, ou PCC, comme une organisation criminelle transnationale. Ce projet de loi propose d'éliminer l'immunité absolue du Parti communiste chinois. Jusqu'à présent, cette immunité s'applique même aux diplomates du régime travaillant aux États-Unis qui sont impliqués dans des activités criminelles. The CCP cannot be given a pass, cannot be absolved of justice just because it's ruling China. And that's what's happened. Because they can declare themselves the legitimate government of China, they're allowed to get away with it. They're allowed to get away with oppression, concentration camps, all kinds of horrific things that you already know about. Whether it's the Falun Gong, whether it's our friends in Mongolia, whether it's taking over Tibet, all of it has to end. And it's criminal activity that must be recognized and stood against by the whole world community, and the United States must lead. Le projet de loi permet aux États-Unis d'appliquer le statut RICO, un statut appliqué aux malfaiteurs, aux personnes liées avec le Parti communiste chinois, qu'elles soient en Chine ou aux États-Unis. Le 1er octobre est la date du 71e anniversaire de la prise de pouvoir du Parti communiste chinois en Chine. Les sympathisants américains expriment leur soutien aux Ouïghours, aux Hongkongais, aux Tibétains. Tous ces groupes sont persécutés par le régime chinois. Depuis des décennies, les dirigeants du Parti communiste chinois jouissent de nombreux privilèges que les citoyens ordinaires de Chine n'ont pas l'occasion d'expérimenter. Par exemple, les hauts responsables du régime communiste bénéficient de denrées spéciales telles que du riz et des nouilles, des légumes, des tabacs et des alcools spéciaux, du thé, des médicaments et de l'eau. Mais un enregistrement audio qui a récemment été retrouvé sur Internet montre qu'il existe un autre type de privilège réservé aux seuls responsables du parti au niveau ministériel. Un privilège que les internautes qualifient de révélateur. Il s'agit de l'enregistrement d'une conversation entre un commandant de bord et un commandant au sol. Le commandant de bord a demandé le privilège de décoller avant les autres vols réguliers parce que le secrétaire du parti de la ville de Guiyang était dans l'avion. Le secrétaire du parti est le premier homme de la ville et a encore plus de pouvoir que le maire. La demande a été rejetée par le commandant au sol car son rang officiel n'était pas assez élevé pour franchir la file d'attente. Il doit être au niveau ministériel ou supérieur pour bénéficier de ce privilège.
Afin de repousser implicitement les plans d'investissement de la Chine dans le secteur des transports, les États-Unis et Taïwan travailleront ensemble sur des projets d'infrastructure dans la région Indo-Pacifique et en Amérique latine. Les responsables de Taïwan et des États-Unis ont fait cette annonce mercredi 30 septembre. Washington considère l'initiative Ceinture et Route de Pékin comme un plan visant à piéger les pays dans la spirale de la diplomatie de la dette. L'ambassade américaine installée de facto à Taipei a déclaré que le nouveau plan favoriserait la création d'une chaîne d'approvisionnement plus résistante dans la région Indo-Pacifique. We will also work hard to cooperate with Taiwan and other economies with similar ideologies to promote the reorganization of the supply chain in the Indo-Pacific region. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, a déclaré qu'il soutiendrait les investissements dans les infrastructures de la région. Through cooperation between the public and private sectors of Taiwan and the United States, to help those countries in the region to develop their energy industry and infrastructure. Le plan met en place un groupe de travail dirigé par le département du Trésor américain et le ministère des Finances de Taïwan, et il doit tenir sa première réunion cet automne. Les États-Unis et Taïwan ont déclaré qu'ils cherchaient des alliés pour collaborer et déplacer leur chaîne d'approvisionnement mondiale hors de Chine. Le plan s'inscrit également dans le cadre de la nouvelle politique de Taïwan sur le secteur sud. L'île s'efforce de renforcer ses liens économiques avec l'Asie du Sud-Est et du Sud et de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine. Nous portons maintenant notre regard vers le Vatican. Jeudi dernier, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Cette rencontre intervient alors que les tensions entre le Vatican et la Chine s'exacerbent. Le cardinal Parolin était accompagné du ministre des Affaires étrangères du Vatican, l'archevêque Paul Gallagher. Les hauts responsables diplomatiques du Vatican ont déclaré que le pape François avait refusé de rencontrer Pompeo pour éviter de rencontrer des politiciens à l'approche des élections américaines. Récemment, Pompeo a accusé à plusieurs reprises le Vatican de mettre en danger son autorité morale en renouvelant un accord avec la Chine. L'accord stipule que le Vatican accepterait les évêques chinois nommés par le régime communiste. Dans un discours prononcé mercredi 30 septembre, peu après son arrivée à Rome, Pompeo a qualifié la Chine de pire pays au monde pour ses violations des libertés religieuses. Nowhere, however, nowhere is religious freedom under assault more than it is inside of China today. That's because, as with all communist regimes, the Chinese Communist Party deems itself the ultimate moral authority. An increasingly repressive CCP, frightened by its own lack of democratic legitimacy, works day and night to snuff out the lamp of freedom, especially religious freedom, on a horrifying scale. Il a cité en exemple les musulmans ouïghours de la région chinoise du Xinjiang, les catholiques, les églises protestantes, les bouddhistes tibétains, les pratiquants de Falun Gong et bien d'autres encore. Le comité des renseignements de la Chambre des représentants des États-Unis a publié un nouveau rapport intitulé « La plongée sous-marine de la Chine », qui examine la montée de la Chine en tant que concurrent mondial. Le rapport détaille la manière dont les États-Unis contre cette menace. Le rapport note que la réaction de Pékin à la pandémie mondiale a démontré l'intention du régime. Il a donné la priorité à la préservation de son image internationale plutôt qu'à la transparence et à l'aide apportée au monde pour combattre la maladie. Pékin a également bloqué les enquêtes scientifiques internationales sur l'origine du virus. Au lieu de cela, il a diffusé de la propagande et de la désinformation et a essayé de rejeter la faute sur les États-Unis, entre autres. Parmi les moyens de relever ce défi, il y a la nécessité d'une politique nationale efficace. Cela inclut la collecte de renseignements afin que les décideurs politiques puissent mieux comprendre et prévoir les conséquences futures. Le rapport fait constater qu'il reste encore beaucoup à faire pour s'adapter aux risques posés par la Chine. Il s'agit de s'assurer que les États-Unis continueront à concurrencer la Chine sur la scène mondiale et de protéger la santé et la sécurité des États-Unis. L'augmentation rapide des dépenses militaires de Pékin au cours des dernières années a entraîné une augmentation des tensions entre le régime communiste et les puissances mondiales sur la scène internationale. Le chef des services secrets britanniques, Sir Alex Younger, a déclaré au Financial Times que de nombreux pays occidentaux pensaient à tort que le régime chinois allait adopter un modèle proche de l'Occident. Il a fait remarquer qu'à l'inverse, les deux idéologies s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Il a déclaré que l'Occident et la Chine devraient travailler à établir la paix plutôt qu'une guerre froide. Mais il a ajouté que Pékin devrait être interpellé sur les cyberattaques lancées contre d'autres pays. Il a déclaré que la Grande-Bretagne peut gérer ses relations avec Pékin en s'appuyant sur l'innovation technologique et ses alliances. Il a ajouté qu'il pensait que la Grande-Bretagne pouvait maintenir ce en quoi elle croit et avoir une relation équilibrée avec Pékin. Selon lui, cela pourrait être réalisé par le dialogue et l'engagement.
L'ancien responsable de l'agence de renseignement allemande a mis en garde contre les risques que comporte un régime autoritaire. Il a déclaré à la branche allemande du journal The Epoch Times que le socialisme et le communisme sont avant tout des régimes totalitaires. Totalitaire signifie ici que les gens ne sont pas autorisés à participer à la politique. Les droits et libertés sont attribués à l'individu selon le goût d'une élite politiquement autodésignée. Selon lui, un tel système fonctionne à travers la peur et l'espoir, en s'attaquant aux émotions des gens et en divisant la société en classes. Il a ajouté que Pékin utilise ces techniques pour gagner du pouvoir sur l'Europe. Il a déclaré que cela l'inquiétait beaucoup lorsqu'il s'agissait de l'Allemagne et a mis en garde contre le fait de travailler avec Huawei. Il a plutôt plaidé pour que l'Allemagne crée sa propre 5G. De cette façon, le pays n'aurait pas à dépendre de la Chine, en particulier lorsque la 6G arrivera dans le futur. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.